بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب السعادة، السيدات والسادة، الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Your Excellencies, ladies and gentlemen, good evening and welcome to this side event of Tunisia. Mesdames, Messieurs, merci d'être venus si nombreux ce soir pour l'événement parallèle de la Tunisie, l'événement parallèle officiel. Je m'appelle Adel Ben Youssef, je suis professeur d'économie à l'Université Côte d'Azur, tunisien, activiste dans la société civile tunisienne en matière d'environnement et très honoré d'être le modérateur et le facilitateur de ce side event. Comme vous avez vu, donc la Tunisie, dans sa tradition, consacre des side events qui sont au cœur des problématiques mondiales. 2 ans auparavant, nous avons traité l'événement parallèle sur le rôle de la société, le secteur privé dans la lutte pour le climat et la nécessité d'avoir de l'innovation en matière financière. Aujourd'hui, on va s'attaquer à l'innovation en matière de finances climatiques, surtout en matière d'adaptation. Je ne vais pas retenir la parole trop longtemps, parce que je souhaiterais justement que vous bénéficiez au maximum de cet exceptionnel panel que nous vous avons concocté. Pour cela, et sans m'attarder, je vais faire une innovation, c'est que je ne vais pas présenter mes panélistes. En revanche, je vais vous mettre à chaque fois leur biographie dans les écrans. Et comme ça, vous pouvez suivre les biographies en même temps que vous êtes en train de les écouter. Sans m'attarder, j'ai l'honneur d'avoir Monsieur le ministre avec nous, le ministre de l'Environnement, qui est Monsieur Habib Avid. Donc, c'est votre première COP. Ouais. Et je suis très honoreux que vous soyez avec nous pour justement ouvrir ce side event et nous dire les mots de bienvenue. Donc, la parole est à vous, Servi. Merci, Excellence, chers partenaires. Mesdames et messieurs, bon, je vais essayer, on m'a demandé de respecter le discours, hein, mais généralement, je ne le respecte pas. Et je sais, il y a quelques-uns qui vont se fâcher un peu. Donc, cet événement, il s'inscrit au cœur de nos préoccupations communes à un moment où la question de l'adaptation au changement climatique est devenue un enjeu prioritaire. Donc, la Tunisie, comme beaucoup de pays en développement, est déjà confrontée aux effets visibles et souvent dévastateurs des changements climatiques. Je parle notamment de la sécheresse, l'élévation des niveaux de mer. Et ce sont des phénomènes qui nous causent beaucoup de pertes sociales, économiques et environnementaux. Donc, l'adaptation à ces bouleversements est donc une nécessité urgente, non seulement pour atténuer les impacts immédiats, mais aussi pour renforcer la résilience de nos communautés et assurer un développement durable à long terme. Mais cette adaptation ne pourra se faire sans un soutien financier, donc ce qu'on appelle l'argent, à la hauteur des défis auxquels nous sommes confrontés. Donc, comme le souligne le Programme des Nations Unies pour l'environnement, le PNUE, dans son dernier rapport, les besoins de financement pour l'adaptation dans les pays en développement se situent entre 215 et 387 milliards de dollars. Ces montants sont 10 à 18 fois plus élevés que les montants actuels qui existent. Ce déficit de financement met en péril notre capacité à atteindre les objectifs de l'accord de Paris et plus globalement notre aptitude à construire une société résiliente face au changement climatique. Face à cette réalité alarmante, on se demande comment on va combler cet écart de financement. Et là, bon, ça c'est l'objet de notre événement parallèle que la Tunisie organise. Donc nous allons discuter un peu sur les mécanismes financiers innovants, comment on peut les trouver, comment on peut les créer, comment on peut les imaginer, quelles sont les idées. Donc, il y a pas mal d'experts avec nous aujourd'hui qui vont discuter sur leur expérience et sur leur vision sur ce sujet-là. L'une des approches prometteuses consiste à développer des instruments financiers qui puissent attirer les investisseurs privés. Des outils tels que les obligations vertes, les fonds d'investissement mixtes, les mécanismes d'assurance climatique sont autant d'exemples de solutions innovantes. Il y a le processus de reconversion des dettes. Donc, il y a pas mal d'idées qu'on est en train de développer, qu'on peut en discuter. Cette tâche n'est pas facile. C'est la tâche des gouvernements, mais bien sûr, il y a les institutions financières internationales, le secteur privé et la société civile qui doivent réfléchir avec nous sur ces aspects-là.
Donc aujourd'hui, nous avons cette opportunité de partager nos expériences et d'apprendre des initiatives déjà en place dans d'autres régions du monde. Il est important de tirer parti des leçons apprises tant que succès d'échecs pour perfectionner nos stratégies et les adapter à notre contexte spécifique. C'est grâce à cette démarche collaborative que nous pourrons surmonter les obstacles financiers actuels et de débloquer les nouveaux flux capitaux. Mesdames et messieurs, en tant que représentant de la Tunisie, je tiens à souligner que notre pays est pleinement engagé dans cette voie. Donc, c'est une priorité pour nous. Nous avons déjà entrepris des réformes pour renforcer la résilience de nos infrastructures et de nos communautés face aux impacts climatiques. Cependant, nous reconnaissons que notre succès dépendra en grande partie de notre capacité à mobiliser les ressources financières nécessaires. Bon, je le dirais exactement, en Tunisie, on essaie d'avoir le maximum de ressources internes des pays, ce qu'on pourra mobiliser des ressources externes et travailler en harmonie entre les deux apports. Le rôle du secteur privé est essentiel dans cette dynamique. Pour attirer les investisseurs privés, nous devons non seulement garantir la viabilité économique des projets d'adaptation, mais aussi démontrer la rentabilité à long terme, fixer nos priorités, les présenter et les discuter avec les bailleurs de fonds, essentiellement. Pour nous, c'est un enjeu global. Nous devons travailler ensemble en tant que communauté à l'intérieur du pays, de la Tunisie, mais aussi avec la communauté régionale et internationale pour mobiliser tous ces fonds. Enfin, je tiens à vous remercier et je remercie tous mes partenaires et tous les collègues qui sont présents avec nous pour leur engagement à nous soutenir et à développer cette réflexion. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Monsieur le Ministre a donné le temps et surtout, il a tenu à respecter la consigne des 5 minutes que j'ai autorisées et c'est extraordinaire. Donc, en fait, c'est pour tout le monde maintenant, hein, puisque Monsieur le Ministre s'est confirmé à ça. The translation is available for if anyone wants to have the translation. We have the translation. Sans m'attarder, je vais passer à Madame Jian Gesmi, un nouveau visage pour certains qui ne la connaissent pas. Notre point focal du UNFCCC, donc Tunisie. Elle est ici avec nous pour sa première COP. Et donc, nous sommes très heureux de l'accueillir et de lui donner la parole pour nous accueillir également. Madame Jian. Un grand merci, Monsieur le ministre de l'Environnement, nos distingués panélistes, nos chers invités, Mesdames et Messieurs. C'est un énorme plaisir que nous vous accueillons aujourd'hui au side event officiel de la Tunisie qui se tient autour du thème « Le financement innovant de l'adaptation au changement climatique ». Je dois tout d'abord avouer que le choix du thème ne peut que dénoter de l'engagement résolu de notre pays à mettre le focus sur ce sujet qui revêt un intérêt particulier, non seulement pour la Tunisie, mais pour tant de pays vulnérables qui sont en train de subir plein fouet les impacts des changements climatiques, surtout que ces pays subissent le fardeau de l'endettement et les limites de leur espace budgétaire. Aujourd'hui, et vu les conséquences désastreuses des changements climatiques sur notre planète, il est temps d'agir et surtout, il est temps de faire en sorte que l'adaptation gagne davantage d'attention. Mesdames et messieurs, en 2015, le principal objectif de l'accord de Paris était de maintenir la hausse des températures moyennes à moins de 1,5 degré Celsius par rapport au niveau pré-industriel. 8 ans plus tard, le premier bilan mondial vient d'affirmer le retard dans la réalisation de cet objectif. Et pour cause principale, l'absence d'un consensus sur un engagement clair et chiffré et des modalités bien définies d'acheminement de la finance climatique en faveur des pays en développement. C'est pour ces pays, malheureusement, que le problème d'adaptation se pose avec plus d'acuité et que le manque d'accès au financement pour l'adaptation exacerbe avec le temps l'écart entre les efforts consentis par les États pour s'adapter au changement climatique d'une part et les besoins réels
nécessaire des pays en développement pour y faire face d'autre part. Les statistiques qui brandissent cet échec flagrant de canalisation de la finance climatique en faveur de l'adaptation sont plus que parlantes. Je préfère ne pas m'y attarder, mais je tiens quand même à évoquer brièvement 3 constats révélateurs assortis à quelques chiffres clés. Le premier constat étant l'Afrique est le continent le plus frappé par les changements climatiques. Cependant, la région ne reçoit que 20% des flux financiers internationaux pour l'adaptation, soit 13 milliards de dollars sur la période s'étalant sur 2021-2022. Le deuxième, à savoir la part de la finance climatique internationale canalisée à l'adaptation en Afrique et en comparaison avec celle dédiée à l'atténuation est de loin inférieure. Elle se situe à 36% sur la période 2021-2022. Et enfin, et c'est très important de le rappeler, c'est que la source principale du financement de l'adaptation à l'échelle des États reste les ressources propres des pays, non les financements extérieurs, avec une prépondérance du financement public qui incombe sur le budget de l'État par rapport au financement privé qui se situe aux alentours de 4%. Face à ces constats, des initiatives et déclarations ont été lancées pour prôner même la réforme du système financier mondial en faveur du climat et la mise en place d'un pacte financier en faveur des pays vulnérables. Tout cela est bien louable, mais tant qu'on tarde encore à le concrétiser, on serait toujours au même point où nous serons amenés à trouver par nous-mêmes des issues pour mobiliser davantage des financements pour l'adaptation. Ceci est d'autant plus pressant que les catastrophes naturelles et les phénomènes climatiques extrêmes continuent à s'abattre sur nos pays, nos continents et notre planète. Mesdames et messieurs, en guise de mise en contexte de notre événement, aujourd'hui, je dirais l'inventivité est poussée par la nécessité, dans le sens où les impacts des changements climatiques obligent nos sociétés à réfléchir aux solutions envisageables pour surmonter les contraintes liées à la mise en œuvre des projets d'adaptation, sans anticiper sur les interventions des différents panélistes et le débat qui suivra. J'aimerais en revanche tracer brièvement les contours de la problématique liée au financement des mesures d'adaptation. Pourquoi peine-t-on toujours aujourd'hui à canaliser les flux financiers vers les projets d'adaptation, ce qui n'est pas du tout le cas pour les projets d'atténuation? En effet, pour tenter de répondre à cette question, je tiens à rappeler que les projets d'adaptation nécessitent dans la plupart des cas, la modification des infrastructures existantes pour pallier à un quelconque problème de vulnérabilité aux risques qui en découlent ou les constructions de nouveaux ouvrages et infrastructures plus résilientes. Il s'agit donc souvent de projets intensifs en capital qui nécessitent des investissements conséquents dépassant la marge de manœuvre du financement public. Or, d'autre côté, les actions d'adaptation ne génèrent forcément des revenus réguliers à même de compenser l'investissement initial, comme c'est le cas pour les projets d'atténuation. Or, ils obéissent en revanche à toute autre logique qui consiste à prévenir des futurs dégâts et donc des dépenses potentielles de reconstruction. Or, ces considérations et les bénéfices qui en découlent en termes de coûts évités ne peuvent être facilement reflétés dans le montage financier des projets d'adaptation. Face à cette réalité, on est contraint aujourd'hui de faire appel à l'ingénierie financière pour développer de nouveaux outils et mécanismes appropriés de monétisation des bénéfices de l'adaptation et de partage de risques qui tiennent compte des spécificités de ce genre de projet. Ces nouveaux mécanismes peuvent créer un effet de levier des fonds publics déjà accessibles et qu'ils soient fournis dans le cadre des budgets nationaux ou par les institutions financières internationales ou des fonds climatiques et permettront de mobiliser davantage de financement pour l'adaptation.
Ceci est dû, toutefois, ces mécanismes sont toujours en train d'être expérimentés, à savoir les obligations vertes, la reconversion de dette, et les premiers retours d'expérience mettent en évidence la difficulté de leur mise en place sur le terrain. Ceci est dû essentiellement du fait du manque d'informations sur ces outils, de la complexité des montages financiers et des compétences juridiques et financières requises. Outre la difficulté de l'identification même des projets d'adaptation, notamment là où la taxonomie claire des projets climatiques fait défaut. Alors, avec ces premières réflexions, je vous cède la parole, cher monsieur Adel. Merci beaucoup. On peut l'applaudir, Madame Vivienne. Merci beaucoup, Madame Vivienne. Donc, vraiment, on est dans le timing. Merci, je vous ai stressé un tout petit peu, mais c'est normal, hein, c'est l'exercice. Hein. Donc, on passe maintenant à nos deux keynote speakers. En général, lorsqu'on dit keynote speaker, c'est quelqu'un qui a le temps de développer. Et ils ont donc des keynote speakers de 5 minutes. Là, c'est nouveau, mais on innove hein, en matière de finance, mais pas uniquement. Donc, nous avons deux éminents speakers. Speakerine, pardon. Je vais commencer par Mariana Panuccio, qui va représenter le Global Director of the NDC Partnership, au nom de Pablo, qui ne peut pas venir aujourd'hui. So you have the floor for 5 minutes. C'est moi, ouais? Oui? Oui. Parfait. Good evening, Mr. Habib Adid, Minister of Environment, distinguished panelists and esteemed colleagues. It's a pleasure to be with you this evening. My name is Mariana Panuncio Feldman. I'm the Director of Country Engagement for the NDC Partnership. It's a pleasure to be with you at COP29. I first want to start by thanking the Tunisian Ministry of Environment for bringing us together for this critical discussion on empowering climate adaptation through innovative financial mechanisms. Today, we stand at a pivotal moment in our global response to climate change. While mitigation remains essential, and it's a much topic of discussion here in Baku, adaptation has become equally urgent given the growing climate impacts being experienced around the world, and particularly in the African continent, and the disproportionate impact on those who are already vulnerable. According to UNEP's latest report, adaptation financing needs of developing countries could reach up to 387 billion a year this decade. Yet the international finance flows for adaptation stood at 28 billion in 2022. While this shows an increase in finance flows relative to previous years, adaptation finance today remains only a fraction of what is needed. And this is even more acute in the African continent, as indicated by Ms. Ghazmi. In this context, addressing countries' capacities to mobilize adaptation finance and fostering collaboration among countries and international institutions and financiers to deliver this support is critical. This is directly in line with the work that the NDC Partnership does. Very briefly, for those of you who don't know the NDC Partnership, it is a global coalition that brings together over 230 members, including more than 130 countries. And among those 130 countries, I'm proud to say that Tunisia is a member and a member of our steering committee, and nearly 100 institutions to deliver on ambitious climate action that aims to achieve the Paris Agreement and drive sustainable development. Through the partnership, governments identify their NDC implementation priorities and the type of support that is needed to translate them into actionable policies and programs, and we match this with a tailored package of expertise, technical assistance, and funding from our partners. The NDC Partnership supports countries through the entire life cycle of NDCs, from developing new NDCs to supporting NDC implementation and the resource mobilization that is required. Today's conversation is about solutions. Innovative financial mechanisms such as blended finance, green bonds, and public-private partnerships represent valuable tools to close the adaptation finance gap.
Through these instruments, we can leverage new capital flows, not just from governments and multilateral institutions, but also from private investors, philanthropic organizations, and impact funds. But my reflections are going to complement what I think is going to be the bulk of the discussion and just bring attention to the fact that for countries to leverage these kinds of instruments, we need to support them in building a broader, stronger foundation to leverage them. At the partnership, finance is the most frequently requested type of support. 91% of countries that are engaged in the partnership are requesting some kind of finance-related assistance. Project development is a common priority, but requests also include topics ranging from developing finance strategies, to integrating climate into economic and fiscal policies, to developing financial instruments for climate and development. This has led the partnership to join forces with the GCF to create what we call a joint framework for NDC investment planning and mobilization. And the reason we created this is because we have seen that developing a more comprehensive approach towards resource mobilization is critical. And we have been using successfully this framework to work with countries to identify the areas in which they are strong and the areas that they seek to strengthen, such as building the capacity to engage financial actors on mitigation and adaptation, prioritizing investment needs, mapping the best finance resources, developing pipelines of progress and programs, and designing innovative finance instruments that can attract investments. So as we dive into innovative finance mechanisms for adaptation, the topic for today's discussion, I encourage us to keep the broader view of how these instruments fit into strengthening the foundation for countries to be able to attract adaptation finance effectively in the long run. Today, I urge us all, governments, financial institutions, private sector partners, and civil society to come together to scale up these efforts and join forces to innovate and provide sustained support for countries over time to flip the script and put countries in a position not to ask for finance, but to be in a strong position to attract finance for compelling adaptation priorities and opportunities. I encourage us all to think of adaptation financing as an investment in a resilient, sustainable future for us all. By pooling our resources and innovating our approaches, we can empower vulnerable communities to withstand the challenges ahead, and we can do so in a way that they are financially sustainable and socially equitable. The partnership stands ready to support these efforts in Tunisia and beyond. As we say in the partnership, by acting together, we can achieve more. Thank you. Thank you very much, Mariana, and we trust you, and we count on the NDC partnership to build a strong position in Tunisia to attract climate finance, and especially for the adaptation. So thank you again. Let me move now to Sir Abdallah Daddadi. Sir Abdallah, we are proud that you are with us, like usual, let I say. So you have the floor for 5 minutes, as usual. Thank you. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Excellency, dear colleagues, friends, everything I wanted to say has already been said. So what am I going to say now? You know, the Arab region received only 2% of total climate finance in the world since it started. Only 2%. And therefore, we are not here to blame ourselves. We are here to say what's missing. What's missing is the macro policies, the integration between macro fiscal policies and climate policies, the integration of the regulatory framework for finance, and also the availability of bankable projects, pipelines of bankable projects that would be brought into the market on constant basis, and they fit with the national strategies and priorities. That is still missing. I'm very happy to see in Tunisia that we are moving forward very well
and that the Tunisian government has managed to establish very strong partnerships, whether with UNDP, whether with the NDC partnership and other institutions here today with us, ESCWA as well, in order to put all these pieces together. This is not an easy task. The other point is that the Arab region needs $600 billion in climate finance until 2030. Our estimate today is that 240 billion of those need to be in adaptation. Now, the first challenge is that we are not really sure of that number. We are not sure whether it's only 240 billion or more, because we don't have yet the right indicators, the accounting systems that allow us, and the analytics that allow us to understand and know exactly what are the adaptation projects that we need and what are their expected impacts if we invest in them. And by the way, we will find challenges from now on in understanding the continuum between mitigation, adaptation, and the loss and damage fund. Where do they fit with each other, and how do they fit with each other? And we hope that we don't use the loss and damage fund to substitute funding for adaptation, but it's a top additional funding. And if we don't invest today in mitigation and adaptation, we will have to spend a lot of money on the loss and damage fund. So $1 investment today in adaptation and mitigation will save us a lot of money in the loss and damage fund on the long run. I am not sure we have developed all the equations and the models that allow us to do this calculation and defend the position of developing countries. Let's talk 1 minute, on the question of finance, adaptation finance. Yes, it is more complex than mitigation finance. We are not sure of the cash flow. What is the return on investment? How can you bring in a grant? How can you blend grant funding with equity financing, with borrowing? And what is the expected return on this investment, and when would it happen, and so on. So we are all working on this, and we will support Tunisia and other countries in the Arab States region to do so. And I'm very happy that the partnership is also, they are essential in this. We will work together to support our countries. $600 billion, my last point is, and by the way, we signed an MOU with the Banking and Finance Council of Tunisia to work together on developing effective financing mechanisms for adaptation, specifically adaptation. In the region, we need $600 billion. We are not getting them, but we have $4.5 trillion in bank deposits. The challenge is not the shortage of money. The challenge is how we can release part of those deposits into investable projects. And that's why UNDP is building a green finance platform that could provide support to the countries of the region, especially Tunisia, because it's very dear to our hearts, and because they have done so well already in advancing linkages between macro development planning, adaptation, mitigation planning, and so on, that they are way ahead of others, by the way. So that platform will support our countries and countries in Africa and other regions, but I am in charge of the Arab States region, and so I am very selfish in that matter. I will support the region to develop the regulatory framework, the policy framework, the capacities, the institutional capacities, and the bankable project pipelines, and then link those two sources of finance to banks in the region to start with. Why are we going around the world begging for money, even though it's the world's responsibility to fund us? So let's not misunderstand that. While we have $4.5 trillion sitting in our banks, not to count sovereign wealth fund in the regions. So we have so much to do yet. The road is long and tortuous, but together, as you said before, we will succeed. I have no doubt about that. It's just that we have to be very much in a hurry. There is no time to waste. Thank you very much. Excellent, as usual, Abdullah. Yes,
$6 billion. That's what we need. And already we have 4,500 billion deposit in our bank. So we need to be innovative in order to catch this part. It's only about innovation. Let me move now to the panel discussion. And Tunisia is innovative because this is the only panel discussion composed by ladies only. We are speaking about adaptation, and adaptation is mainly for, we know about the question of the gender, and we have an NDC gender sensitive, and we are proud of Tunisia that we are in the front of this gender question. So today we have 4 ladies to discuss the innovation in the climate adaptation. So let me welcome Madame Najia Gharbi, Director General of the Caisse des dépôts et des consignations of Tunisia. Mrs. Carol Shouchani Sherfan, Director at the Arab Center for Climate Change Policies. Mrs. Jessica Tony, Portfolio Manager for Climate Change Adaptation at UNEP. And Mrs. Atiqa bin Maid, Deputy Director of the Climate and Nature Division at AFD. So you have the floor. You are going? No, Abdullah. No, you. But if you need to leave, as usually, you know, I have something for you. And if also, come, but you need to get your present. Yes. شكرا. معالي الكرام، أنا آسف جدا لكن ارتباطات وتواصل. بارك الله فيك يا سيدي. Abdullah, you have changed the scenario. I am so sorry. But you have your. I need to have my gift from Nadia. You have yes. Let me start by Madame Najia. And so what is the Caisse des dépôts et consignations doing in Tunisia in matter of this innovation in the finance of adaptation? Madame Najia? Merci, c'est Adel. Je vais commencer tout d'abord par mettre le sujet de l'adaptation climatique dans son contexte. Et surtout des instruments financiers et des mécanismes de financement nécessaires pour pouvoir se lancer dans les programmes d'adaptation climatique. Ceci est aligné tout d'abord avec les recommandations du premier bilan mondial dressé par la COP 28 précédente et où toutes les parties ont été invitées à mettre en place des instruments de politique nationale d'adaptation d'ici 2025, mais aussi à progresser dans la mise en œuvre. Et qui dit mise en œuvre dit instruments financiers pour pouvoir mettre en œuvre ces programmes. La CDC, c'est tout d'abord une structure publique donc, qui est appelée à fructifier les ressources qui sont mises à sa disposition pour appuyer les politiques de l'État. Donc, nous sommes là pour appuyer toute politique de l'État à travers nos investissements. Notre domaine d'expertise est donc l'investissement. Nous intervenons, que ce soit en equity ou quasi-equity, directement dans les projets ou indirectement via les fonds d'investissement. Notre souci, c'est surtout d'avoir une additionnalité par rapport à ce que nous investissons dans les projets. Et cette additionnalité vient des parties prenantes avec lesquelles nous traitons. Nous sommes différents des autres institutions financières telles que les banques ou autres parce que nos ressources sont de maturité longue, donc on n'est pas pressé pour avoir un rendement financier rapide. Aussi, nous sommes appelés à créer de l'additionnalité financière en intervenant là où les investisseurs classiques ne peuvent intervenir.
et ceci pour avoir un effet de levier sur tous les financements qu'on peut faire. Donc, notre rôle, c'est aussi dans le cadre, on peut intervenir dans le cadre des PPP ou en levant des fonds par des émissions obligataires thématiques ou en appuyant en s'appuyant sur notre rôle de tiers de confiance pour gérer des comptes ou des lignes de financement dédiées. Donc, nous déployons des mécanismes différents selon la cible, selon le risque et selon le rendement escompté et l'impact à créer. Nous sommes tout d'abord un investisseur responsable qui cherche beaucoup plus l'impact environnemental et social que le rendement financier. C'est pour ça que nous sommes donc une structure incontournable pour desservir les politiques nationales, notamment en matière de lutte contre le changement climatique et l'appui à la transition énergétique, écologique du pays pour une économie sobre en carbone et résiliente en changement climatique. Et c'est l'un des axes les plus importants sur lesquels la Caisse des dépôts et consignations travaille. Donc, ceci dans nos orientations stratégiques jusqu'à 2025 qui cadrent avec la politique de l'État. Donc, finalement, on peut dire, pour notre rôle, nous sommes investisseurs engagés qui contribuent aux efforts nationaux d'atténuation et d'adaptation au changement climatique. Et nous avons des ressources qui sont longues, donc de maturité longue, et surtout capables de véhiculer et de faire des montages financiers qui s'adaptent aux projets de changement et d'adaptation climatique. Merci beaucoup, Madame Nesia, pour le respect du temps, pour la clarté de l'exposé. Nous avons besoin de la CDC. Hein? Nous avons besoin de la CDC. Let me move to Madame Carole. So, Madame Carole, we don't know a lot about the Arab Center for Climate Change Policy. So let me, no, I'm sorry for that. It's just because perhaps they don't know. And so what are you doing and how you are doing this? Voilà. Bonsoir, Son Excellence, Minister Adib, Madame Jassim, Madame Jahan, and Adil, thank you for the invitation. Let me first say thank you for giving me the chance to talk about the Arab Center for Climate Change Policies. It is a mandated center asked by Arab states, including Tunisia, that was requested to inform work on adaptation, mitigation, assessment, geospatial analytical tools, and the negotiations by mandate in 2018 by member states of our executive committee. But it is nested in the UN Economic and Social Commission for Western Asia. And this is a regional commission that serves Arab states, several of the same countries served by Abdallah, who mentioned before. And Tunisia bridges both areas, right? You are part of the Arab region and you are part of the Africa region. My figures that I'd like to share with you a little bit about the work of the Arab Center for Climate Change Policies has to do with the Arab region, which you sit as one of the top recipients of climate finance. In fact, Egypt, Jordan, Morocco, and Tunisia receive the most climate finance of Arab states. But you know, it's nowhere near enough, nowhere near enough. Abdallah was just saying the number $600 billion. It's way more the ask, or the need to attract. Because from 2010 to 2030, the ask of just 11 countries for all climate finance, not adaptation, the ask identified in the NDCs was 570 billion. So right now we're talking about the third generation of NDCs, right? We are looking to find a way to articulate our needs and make sure that adaptation is at the heart of those needs, and not only the mitigation story as they talk about the global climate goal. Now, the global climate goal to reach that no more than 2 degrees Celsius by the end of the century, and hopefully 1.5 degrees Celsius by the end of the century, is an important one. We all have to come together to that global climate goal. But for Tunisia, for example, by mid-century, under the moderate case scenario or the high emission scenario, you're going to be increasing 1.5 to 2.2 degrees Celsius already.
Forget the world and their 1.5. Tunisia is getting hotter faster. Tunisia is going to have 32 extra days above 35 degrees Celsius by mid-century. That's a month more above 35. And by the way, when you go to the IPCC report, which are again excellent for global analysis, they think it's hot when it's 25 degrees Celsius. They don't even talk about 35 degrees Celsius. By the way, we also assess 50 degrees Celsius as a hot day, which we see a lot in Iraq. I think Tunisia might have hit very close to that. But we have to look at region-specific indicators, and we have to look at the adaptation needs of our countries. And that's why I'd like to just wrap up with focusing on 4 words that I'd like you to take home with you. Evidence-based adaptation costing. We're not going to get the money we need for adaptation unless we ask to attract. I like that. I'm going to use that from now on. So thank you for that. Because we did not ask for adaptation funding before, the money went to mitigation. And it's easy to fund mitigation. It's easy to cost a solar energy. It's easy to get cost recovery out of a wind. It's easy to bring in money and private sector finance into the mitigation. Adaptation costing is hard. It requires a science-based approach that is informed, regional specific, and has indicators of achievement that are based on your communities. And adaptation is not just about the temperature and the precipitation and changes. It's about people. So it's also about making sure that the adaptive capacity of communities is assessed. So it's as important to think about adaptation costing of projects that build the capacity of your universities, or children to be able to think about heat stress, or thinking about the ability of institutions to think about integrated water resource management. All that is building capacity to respond to climate. And if we don't cost those capacity building needs, as well as the infrastructure needs, as well as the needs of our socioeconomic systems to ensure our livelihoods within the changing conflicts, we're not going to, and we don't articulate it with a clear project and a price tag. And the price tag can't only be an ask. Let's be honest. I mean, the donors want to be able to say, the country will contribute X amount, and we want X amount more. Now, when the Arab states ask for what they need more, they're going to need to ask for some loans, and they're going to need to ask, hopefully, for more grants. We have to make sure that there's more grants. In the Arab region, we're talking $1.3 trillion of debt. And I hope I'm going to have an opportunity to talk about our debt swap initiative in the next round of questions, so I don't go over my 4 minutes. But the idea is we have to have tools that are fit for purpose. So first, the evidence-based adaptation, show where the vulnerability is, use regional climate modeling. We have an initiative called RICAR. Anyone can access climate data for Tunisia and the region to do your own assessments on what is vulnerable for your country, to inform adaptation priorities, and therefore cost your needs in order to put them in NDCs. And that's what is needed in order to get us that finance in that next round that is coming in, that the NDC partnership and others are working on. But in terms of innovative tools, I hope I have a chance to talk about the debt swap as well. Right now, we're doing this through our Arab initiative for mobilizing climate finance for water. This is a Water Action Decade initiative. GCF, ISDB, the Arab AFSD, the Arab Fund for Economic and Social Development, FAO, the government of Sweden, and ESQA are working together to make sure that adaptation funding comes into the water sector, because you can't work on adaptation unless you talk about water in our region. Let me give an applause to thank you very much, Carol, for the evidence-based and the assessment. And we need really to assess our policy and to have a better estimate. By the way, I take the chance to invite you, because we have a Water 2050 strategy side event in our delegation. So you are welcome there. Let me move now to Jessica. So, Portfolio Manager of Climate Change Adaptation at UNEP. Yeah, I know. Jessica, sorry. AFD, l'UNEP, etc. So, Jessica, I know that you have a presentation, but it's better that you perhaps... okay.
Let me start. Thank you so much for the invitation to be part of the panel, Professor and Honourable Minister. I'm very happy to be here with you all. So yes, I work for the United Nations Environment Programme. We're headquartered in Nairobi. I'm the Chief of the Adaptation Unit and I manage UNEP's programming on adaptation. So I just want to say that there's a lot of talk about private sector, and of course the private sector have got to be investing in adaptation. But let me just say that there are barriers to private sector investment. And this has been documented in a UNEP FI report that was published a few years ago. Inadequate support and incentives to act within companies, weak policies in the financial, industry, legal, regulatory framework. So the role of government in providing that enabling environment is super important. Perceived lack of profitable investments. Jessica, can I ask you to speak closer to the microphone? Sorry, okay. And actually just a low technical capacity in companies to engage in climate risk management. So there are issues within the private sector. And let's not forget the private sector is a very wide term. There are very large companies and very small companies. But that said, the private sector are looking for investment pipelines, but in our experience, they're finding it difficult to find them. And the issue, I think, is one of scale. If you look at a company like a bank like PNB Paribas, you know, they've set up a sustainable financing credit line, but their minimum investment is $10 million. So you soon see that they need to connect to intermediary aggregator kind of financing streams, microfinancing institutions, development banks, or so on. But then once you get to that level, the question arises, where are the pipelines, right? So I think this is really a key role for government supported by the international community, is to try and develop these pipelines, develop these business models. There are many examples of technology incubator type mechanisms. We do a lot of work with the Adaptation Fund, with the Global Environment Facility, and there are challenge programs that are being set up under those funds. There's a adaptation technology accelerator program that's been set up by the Adaptation Fund, and I'm sure that there are many national examples like that. So I just want to give you an example of one that we're developing in Jordan, which, as you know, is a very dry country. Just as an example, I'm just going to give you the example as a way of, you know, maybe igniting some discussion around how public-private interests can work together to develop these models. So, as you may know, the current water demand in Jordan exceeds its renewable energy supply. And in fact, in Jordan, they're actually drilling down into fossil water reserves. So it's highly unsustainable. And water treatment is still at a very early stage. What we're looking at here in this model is decentralized wastewater treatment systems. And this is a model that we're developing. We've got the go-ahead from the government to support them doing this. Decentralized wastewater treatment systems have proven to be effective in water resources management and a viable alternative to conventional large-scale centralized systems. And the upside is that you can use untreated methane for electricity and decentralized electricity systems. The main financial barrier for the private sector to get involved in this is the high capital cost. There's also a demand side issue in that people don't necessarily want to use treated wastewater. So what we're trying to do is design a model that includes as revenue streams biogas to electricity, farmer payments for treated wastewater for the agricultural sector. And then also we're looking at the production of sludge that can be applied to farms, very high nutritious for soils. And then also looking then at restoration and mitigation trading credits. So
and then leveraging those revenue streams to call in concessional bank finance to set the system up. What we need from a government system, we need a strategy, and we need a policy and incentives to be able to scale that model up so that it becomes much more aggregated. You know, we can set many more of these systems up. And of course, we need extension services that can work with the farmers to help them to implement this, I would say, climate resilient mitigation strategy, agricultural strategy. So it's really about linking this up to agricultural systems. So note the role of the private sector. And I think it's these kinds of blended, when we talk about de-risking, we're talking about use of grant finance to bring down the cost of private credit. And we're talking about a collaboration between the public and the private sector. And that's really what we need to aim for. Once these models are proven, then I'm sure that a private sector company will come along and scale these things up. But what we do need is we need the enabling environment. I would also just like to finish off by pointing you towards the Adaptation Gap Report, which was launched last week, and you probably all heard about it. There's an interesting set of facts in there, but one that I want to draw to your attention is an estimate that 2/3 of finance needs are typically in the public sector, requiring public finance or innovative financing approaches like the one that I've just described. And they're estimating that 1/3 of private financing potential exists in the private sector, and that's typically in the areas of water, agriculture, and infrastructure. But it requires public support to de-risk these investments. Thank you very much. Thank you very much. And I would like just to stress one of Tunisia. One fact is Tunisia. We have the pipelines, and we are trying to develop the pipelines of the project already. And we are very proud that some of the startups are already here with us. So we have the startups, the incubator, the accelerator, and the ecosystem is here. So we are waiting for the finance, but for the rest, we are already, but we are trying to push. Hein? Je passe au français à Madame Matika, donc de l'AFD, qui est avec nous pour partager son expérience, nous dire ce que vous êtes en train de faire. Et je tiens à rappeler peut-être une statistique, parce que nous sommes en train de discuter l'objectif de financement global, et que la France, par exemple, lorsqu'on regarde en 2002, les progrès par rapport, elle est estimée quasiment parmi le deuxième pays dans l'atteinte de ces objectifs, avec 216% de l'objectif. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas, mais je tiens à leur rappeler. Peut-être que vous aurez l'occasion de rebondir là-dessus. Jessica? Oh, thank you. Thank you. Merci beaucoup. Tout d'abord, je souhaiterais remercier le ministre de l'Environnement pour nous avoir invités aujourd'hui dans cet événement et aussi, surtout, vous remercier pour la qualité de notre partenariat qui est très fort en Tunisie entre l'AFD, votre ministère et le gouvernement dans son ensemble. Effectivement, je peux commencer par rebondir sur cette statistique qui est un rapport de ODI dont on est fier, puisque l'AFD contribue pour l'année 2023 à 87% de la finance climat qui est déclarée par la France. Donc, on est les plus grands pourvoyeurs de finance climat. Et ce rapport montre que lorsque l'on parle de l'ancien objectif de 100 milliards, et on verra bien ce à quoi cette COP aboutira, la France contribue plus que sa fair share. J'utilise l'expression en anglais puisque c'est l'expression du rapport. Sur l'année 2023, pour faire un focus sur l'adaptation, 40% de la finance climat qui a été octroyée par l'AFD était de la finance adaptation. Et nous en sommes fiers, nous essayons d'avoir un objectif très élevé de finance adaptation, sachant que, bien évidemment, les besoins sont gigantesques et les chiffres ont déjà été donnés par les autres panélistes, donc je ne les répéterai pas. Sur ces 40%, ça représente 3 milliards d'euros
de finances climat mondialement. Et je suis d'autant plus ravie d'être invitée ce soir qu'une grande partie de la contribution de la finance climat et de la finance adaptation vient de nos partenariats en Afrique du Nord. Peut-être je vais dire quelques mots sur ce que l'on fait d'innovant en adaptation et les frontières auxquelles que l'on souhaite atteindre lors de nos travaux actuels, avant de faire un focus sur un programme en Tunisie qui s'appelle Adaptation et qui est mis en œuvre avec votre ministère et que je souhaiterais mettre en avant. Sur l'adaptation, bien sûr, il y a la finance publique qui est classique sous forme de prêts, de dons. Il y a également, avec notre filiale en charge du secteur privé, Proparco, le financement de projets plutôt de type PPP. On a eu d'ailleurs en 2023, pour la première fois, un très gros PPP au Brésil dans le secteur de l'eau et on en était assez ravis et contribuant aux objectifs d'adaptation de notre institution. Mais au-delà de ça, on essaye de travailler sur le continuum entre adaptation, réduction du risque de catastrophe et perte et préjudice. Puisque nous considérons que c'est un continuum et que lorsque nous n'arrivons pas, et lorsque ce que disait le Dr Abdallah, n'arrivons pas à être assez performants sur l'adaptation, il y a tout le reste du continuum qui se met en place. Et dans ces activités-là, on réfléchit en ce moment beaucoup, dans le cas du Global Shield, qui est un peu entre réduction du risque de catastrophe et perte et préjudice, au mécanisme assurantiel. Et pas seulement l'assurance privée, puisqu'il y a du travail à faire avec l'assurance privée pour se prémunir des risques climatiques, notamment sur les infrastructures qui peuvent être financées en partenariat avec nos contreparties, mais aussi sur la mise en place d'un pool assurantiel, éventuellement mondial, régional, public, qui permettrait de réassurer ou de permettre de réduire le risque auquel s'exposent les investisseurs en fournissant des financements à certains projets. Réduire le risque, c'est une des manières aussi d'attirer le secteur privé qui est bien plus risque adverse que le secteur public en termes de financement. Donc, je voulais mettre en avant ce projet-là et j'espère dans la deuxième partie aussi mettre en avant quelques autres exemples. Mais j'aimerais tout d'abord me concentrer sur un projet Adaptation qui est mis en œuvre notamment en Tunisie. Alors, on en est d'autant plus fiers qu'on est à la phase 2, mais la Tunisie a fait partie de la phase 1 et est un des pays où on a le plus de résultats dans la phase 1. Donc, merci, monsieur le ministre. Je sais que c'est grâce à vos équipes. Un financement qui est innovant et qui est structuré autour d'un triptyque comprendre, planifier, investir. Et l'objectif est d'avoir une vision holistique de l'adaptation et de la réponse aux impacts du changement climatique. Et donc, on crée un cycle complet d'accompagnement. En quelques mots, comprendre, c'est essayer de combler le fossé entre science, savoir, politique publique et action sur le terrain. Puisque ça a déjà été dit par les panélistes, mais parfois, il y a aussi besoin d'approfondir la connaissance dans certains endroits pour pouvoir poursuivre les investissements et des investissements qui soient pertinents et éviter notamment la maladaptation et aussi bien orienter les financements vers ce qui a le plus d'impact et un impact systémique, notamment dans un contexte de contraintes de financement. Planifier. Donc, planifier, c'est faire en sorte d'accompagner, travailler ensemble pour être sûr que les stratégies sectorielles existantes prennent bien en compte les questions d'adaptation au changement climatique et également, lorsque cela est nécessaire, d'accompagner nos partenaires dans la mise en place d'un plan national d'adaptation. Et investir, alors, vous disiez, effectivement, vous avez un pipeline de projets et ça permet, dans les pays où il y a déjà un pipeline de projets, de se dire, bon, qu'est-ce qui manque? Peut-être il y a une étude de faisabilité sur quel projet qui est prioritaire. Et donc là, on est assez libre dans ce pilier pour se dire, soit c'est une planification, donc une origination de projet, soit c'est des études de faisabilité ou des études complémentaires nécessaires. Et avec, bien évidemment, en transversal, des
la prise en compte des enjeux de genre et d'inclusion sociale, puisque, vous l'aviez indiqué, ce sont des aspects très importants pour l'adaptation. Je souhaiterais juste citer aussi en quoi ce qu'a pu faire Adaptation également pour mobiliser les financements, puisque l'idée étant de pouvoir de pouvoir élaborer et construire des projets qui permettent de catalyser des financements. Et notamment un projet qui a dont la faisabilité a été accompagné par Adaptation et qui est conjoint entre le ministère de l'Environnement et le ministère de l'Agriculture pour développer une note conceptuelle pour mobiliser des fonds du fonds Adaptation. Et c'est un projet d'adaptation des oasis dans le gouvernement de Tozer. J'utilise cet exemple parce que c'est aussi une manière de dire que parfois, via ces soutiens et cet appui soft, on permet de mobiliser et d'améliorer l'accès à ces fonds, qui est un sujet très important aussi de discussion cette année sur quels sont les obstacles à l'accès à ces fonds qui existent, donc le fonds adaptation, le Green Climate Fund et d'autres fonds, et la question se posera éventuellement sur le fonds pertes et préjudices. Je finis là-dessus. Merci beaucoup, Atika. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour ce programme novateur, et notamment, nous sommes très fiers que la Tunisie soit dans la phase 1 et la phase 2, et très intéressés par ce pilier libre où on pourrait faire des choses supplémentaires parce qu'on a besoin toujours de s'adapter. Alors, un deuxième tour pour mes orateurs, et après, la parole est à vous. Donc, préparez vos questions courtes et précises. Et j'invite, puisque nous sommes nombreux, la Tunisie, dans son espace, développe pas mal de side events qui sont novateurs. Je vous invite à venir. Nous allons parler beaucoup d'adaptation, et notamment donc, de l'agriculture et eau 2050, mais nous avons également sur les jeunes et les enfants avec l'UNICEF, un autre side event sur la protection du littoral, un autre side event sur l'action locale, donc je vois Jed et Madame Samira. Donc j'invite, puisque nous sommes nombreux ici, à venir pendant ces side events également, parce que c'est de l'adaptation pure. Alors, un petit passage de 3 à 4 minutes. Madame Lies, je sais que vous avez beaucoup parlé, notamment de l'action, ce que vous faites concrètement. 4 minutes. Allez-y. Donc, par rapport, je vais essayer de parler un peu de ce qu'on a fait jusque-là pour pouvoir aborder la finance climat. En fait, je vais commencer tout d'abord par des conclusions du dernier rapport de la Banque mondiale, le Climate Change Adaptation Region, donc, qui a été publié en 2023 sur la Tunisie, et qui déjà souligne le fait que si on ne fait pas d'action d'adaptation, la Tunisie pourrait se contracter de 3,4% de son PNB. Donc déjà, de son PIB, donc d'ici 2030. Ça, c'est important parce que réellement, si on ne fait pas d'action, on va reculer. Aussi, l'impact a été souligné par le rapport de la Banque mondiale que sur le secteur agricole, cet impact serait de 15% de diminution d'ici 2030. Aussi, pour la balance commerciale, donc la balance courante de la Tunisie, elle va se détériorer de 6%. Donc, c'est de là où on a intérêt à faire un focus sur les mesures d'adaptation et sur les projets d'adaptation sur lesquels nous devons être actifs. De notre côté, donc, CDC a intégré la politique, donc tout ce qui est risque environnemental, il est intégré dans notre process d'investissement. Nous avons aussi une politique d'impact, donc socio-économique. Donc, nous, on cherche à travers nos investissements l'impact qu'on va créer, notamment en termes environnementaux. Et c'est mesurable, donc c'est identifié au départ et après mesurable une fois le projet est implémenté. Donc, nous avons un référentiel d'impact et bien sûr toute des mesures d'accompagnement qu'on peut mettre au cas où il y a, on trouve qu'il y a un risque climatique quelconque dans un projet, donc on intervient pour les mesures d'accompagnement. Nous avons aussi pensé à avoir des mécanismes de financement innovants
Et par là, donc, nous avons travaillé sur l'émission d'obligations vertes en Tunisie, la première émission. Et là, nous avons été accompagnés par la Banque mondiale pour préparer notre framework et donc se lancer dès que on finalise donc le pipe de projet qui sera donc identifié. Et là, on a aussi une assistance qu'on a déployée pour aider les structures publiques à identifier les projets qu'on peut intégrer dans cette pipe de projet. Donc, ce Green Bond Framework, pour nous, ça a été une étape très importante pour pouvoir franchir donc cette phase de préparation et aller vers la concrétisation des projets. Autre chose, donc nous sommes en process d'accréditation au Green Climate Fund, donc et nous espérons avoir bientôt donc une accélération puisque il y a aussi une assistance qui a été donc dédiée pour la CDC pour finaliser le pipe de projet qui sera donc mis sur la plateforme pour pouvoir aller vers la phase d'accréditation. Donc, pour résumer, donc, nous avons une sensibilité donc, au risque climatique, mais aussi on veut être nous-mêmes, lorsqu'on rentre dans un projet ou on finance un projet, ça permet de lever des financements aussi bancaires qui des fois ne veulent pas affronter ce risque et aussi d'avoir des financements pour dérisquer les investissements, puisque les investissements dans les projets d'atténuation ou d'adaptation climatique sont des fois aussi pas très appréciés par les banques ou c'est pas dans leur cible donc de financement. Donc le fait d'être un catalyseur, le fait de mettre les mécanismes de financement nécessaires permet d'accélérer déjà le financement et la réalisation des projets dans le cadre de l'adaptation climatique ou de l'atténuation climatique. Là. Merci. Merci. Merci beaucoup, Madame Nejia. Je suis sûr que ça va susciter le débat et merci pour tous les efforts de la CDC. I'm going to Madame Carol. When I was a student, it was one of the worst concept to understand. Swaps, what is it? And when you put swaps with debt equity swaps, wow. So can you, in a simple word, explain for them what is these swaps and the innovation and why it's key for adaptation finance? Thank you. Thank you for the opportunity. So let's start first with this, why we're talking about swaps. Okay, I just mentioned before the idea that in the region we have $1.3 trillion of debt. Not to go into specific numbers for Tunisia, but in the last 20 years, the numbers have increased also significantly. So what is happening is you have debt and you're having to pay other countries, not only the debt, but the interest on the debt. And this is on your national budget, reducing the ability to spend on other important issues, education, pensions, healthcare, and climate, and the sustainable development goals that we're also all committed to by 2030. So ESCWA, within the context of this increasing burden of debt for Arab states, for especially the middle income states, those who cannot access the G20 debt forgiveness tools. You know, there is an instrument for the least developed countries, they can have forgiveness, but for middle income countries, that's not available. So we have something called the debt, the SDG, the Climate SDG, Climate ODD, Debt Swap Initiative, where we work with countries to develop a program of projects that a creditor, who usually you would pay your debt to, says, don't give it to me. Don't give me the interest payment. Don't even give me some of the principal. Keep the money in your local currency and use it for your program to reach your development goals or your climate goals. Now, it sounds like a grant
but it's not, okay? You're still paying the debt. You're still paying this debt. But rather than it going outside of the country, and we're talking millions of dollars for many of the Arab countries in this region, that money stays inside and it can go to identifying these priority projects. To make it simple, I like calling it moving from a lose-lose situation to a win-win situation. Why is it lose-lose? Because already we're losing because climate is not our fault, as His Excellency had mentioned during a meeting earlier today. A lot of the impacts that we are feeling is not caused by the Arab region, okay? It might be issues later on that might be considered too much fuel consumption, but generally what is happening now in the climate, it's not the fault. So it's not the fault of our countries, and then we're asked to pay for the adaptation, and to secure that finance, we're having to get more loans than grants. In fact, the amount of grants coming into the Arab region is really small. If I had my pie charts, you'd see this much debt and this much grants, just to show you how much the ratio. So rather than having this lose-lose where we are paying for impacts that we're not causing, and therefore reducing our fiscal space, we are working with creditors through a program of priority projects to create a win-win where we can keep the money that would go outside and the creditor can count it as climate finance. Right now, they are negotiating the new collective quantified climate finance goal, moving from the billions of dollars to the trillions of dollars that should go for developing countries. Well, in a debt swap, that interest that would have otherwise gone to an external source can be used by that external source to be considered as climate finance. Now, I would like to highlight something that Madame Annika mentioned about assessment. Now, it's not just taking the money and spending it on whatever you want. In order to make it actionable, you need a program. And it's not an infusion individuelle. It's not just coming in with an X money for one time and saying, okay, you have space for 1 year. How ESCO works with its partners and its member states is having a program of 7 to 10 years. So you can plan your priorities. You can make sure that there is a segmentation on implementation. So you have achievements every 2 years. You can make sure that you have indicators so that the funds that are allowed to invest in the projects that the country has identified is reported to, and those projects are also identified through use of science and vulnerability assessments and poverty assessments. I mentioned before, for example, Tunisia, the increase in temperatures going almost 2 degrees. This is through a science-based approach, finding out where the impacts are and the vulnerabilities are to identify the projects, not only because of climate, but because of socioeconomic. So you have a program, you then approach, you make a partnership between your creditors and your country in order to create the fiscal space through the swap that creates, again, a win-win out of what is otherwise a lose-lose. Thank you so much, Carol, from moving from lose-lose to win-win. I would like to give some time for the attendees. That's not now, but we have 2 speakers, small speakers. So let me go to Jessica. You have some examples from Africa, huh? No, for you, if you can deepen. But the floor is yours. You can deepen. But okay, you are given the time to the attendees. So. Last, not least, Atiqa, it's about some example you need to elaborate more on the examples like. Yeah. And then I will move to the floors. Thank you. Merci beaucoup. Et je suis ravie d'être au seul panel aujourd'hui où on dit mon prénom correctement avec Atiqa. Donc, je suis vraiment contente. Merci beaucoup. Effectivement, quand on voit l'adaptation et quand on fait de la planification, il faut voir ça sur du long terme. Et je suis tout à fait d'accord avec Carole.
Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a cette composante dans l'adaptation qui est planification, hein, et qui permet aussi de partager, parce que l'idée, et on parle beaucoup dans ces COP de tout ce qui est country platform, de tout ce qui est country driven, c'est vraiment notre approche à l'AFD. On répond aux demandes des partenaires, aux besoins des partenaires qui sont identifiés, qui sont bien sûr les mieux placés. Et nous sommes en Tunisie depuis 1992 et on est ravis de ce partenariat qui date désormais. Je voulais effectivement rebondir sur quelques autres exemples, notamment la référence au Fonds vert pour le climat de Madame Nejia. C'est vrai que c'est vraiment important de pouvoir accéder à ces fonds et de travailler pour avoir un accès au Fonds vert, puisqu'il s'agit, lors de ces contextes de budget contraint, de pouvoir essayer de se donner toutes les chances de mobiliser tous les fonds disponibles, puisque ensuite il va falloir faire du blending, et avec le fonds vert on peut faire du de-risking, on peut faire de l'assistance technique, de la subvention. Et je voulais signaler que toujours avec Adaptation, on a accompagné une entité qui s'appelle l'APIA, l'Agence de promotion des investissements agricoles, pour leur accréditation au fonds vert. Alors ils sont pas encore accrédités, mais on pense que ça devrait arriver très prochainement. En tout cas, c'est ce que mon équipe m'a dit. J'espère qu'ils ont la bonne information. Également, d'autres choses et d'autres projets très concrets, puisque je pense que c'est important aussi de pouvoir être concret. On a pu accompagner l'élaboration des docs de référence pour le plan national directeur de réutilisation des eaux usées traitées. Et mon background personnel étant de l'eau, je suis ravie de voir à chaque fois que je vois qu'on peut accompagner des projets eau ou assainissement. C'est essentiel. Avant de rejoindre le siège, j'ai travaillé à la fois en Égypte et en Jordanie sur des projets de réutilisation des eaux usées traitées à grande échelle, dans ces pays où, lorsque l'on voit l'utilisation globale de l'eau, la part dédiée à l'irrigation est importante. En Égypte, c'est 80%. Et l'Égypte dépend grandement du Nil. Donc, et ça a été indiqué par une autre panéliste. En Jordanie, l'enjeu n'est pas... Ils sont à moins de 50% d'usage dans l'irrigation. Néanmoins, on reste dans un des pays où la rareté de la ressource en eau est la plus importante au monde. Et encore plus après l'arrivée des réfugiés syriens. Donc, je voulais un peu signaler ce type de projet que l'on peut accompagner. Et bien sûr, ravi d'avoir des questions de la salle. Merci beaucoup, Atika, pour votre éclairage et pour le support que vous prodiguez pour la Tunisie depuis des années. Je vous ai promis de donner la parole, donc je vais vous donner la parole, hein, mais on a une consigne. Celui qui parle, il doit apporter la chachia tunisienne. Donc, il n'y a que 5 à qui l'apportent, à qui peuvent parler. Hein. Les autres, il faut en procurer pour... Alors, je vais prendre 5 questions, donc j'en ai 3. Donc, 1, 2, 3, 4, et la 5e est 5. Donc, c'est bon pour le premier tour. Non, les jeunes. Non, les jeunes, déjà, j'ai 3 jeunes. Donc, je vais commencer par toi, Rawia. Rawia, pardon. Vas-y, Rawed, avec le. Entre-temps, je tiens quand même à vous remercier parce que, professeur universitaire, avoir un cours de 18h30 à 20h avec une telle assistante, un calme absolu, j'ai jamais vu ça. Hein. Je me suis dit, qu'est-ce qu'ils ont dû garder comme ça. Ah ben, bravo. Hein. Ça. Alors, très rapide, la question, 90 secondes maxi. D'accord. Thanks everyone for organizing this great event. So my question is, I mean, we've been talking a lot about how to make this adaptation finance innovative, but my concern is how to ensure that it is also just and equitable. I mean, like, what guarantees that integrating the private sector and introducing mechanisms such as private public partnerships will not jeopardize just transition? Thank you. Thank you. Vous avez juste votre collègue en orange à côté, madame? Vous avez demandé la parole, 90 secondes. Thank you so much. So Professor Nihal Shabrak, and actually it's not really a question, but well, I can turn it into a question.
So actually, Tunisia is about to submit the next NDC, and considering actually what is happening in terms of, the international support for the developing countries. So how about actually changing the perspective? So increasing the ambition in terms of quality. So for example, we can start talking about the carbon budget. We can start talking about an absolute emission target. We can also increase and, translate this into sectoral, targets for mitigation, but then actually to decrease the unconditional target for mitigation and shift the funds to adaptation so that actually most of the adaptation target would be with national resources, while actually the mitigation would be only with conditional resources. Thank you so much. Thank you so much, and I'm sure that they will bring you some of the insights and the answer. Monsieur, il est là, donc côté de Jed. Grand merci à vous, grand merci aux valeureux intervenants pour la qualité remarquable des présentations. Je m'appelle Amadi, je suis ingénieur général à la commune de Kérouan. Permettez-moi d'intervenir, donc je vais essayer d'être concis et précis. Adaptation, résilience, résistance sont un processus collégial intelligent du futur dans un cadre de développement, d'amélioration et de progrès. Et Monsieur le ministre, devant l'augmentation vertigineuse de la circulation automobile dans nos grandes villes de la Tunisie et avec les difficultés de déplacement, surtout au niveau des centres-villes, y a-t-il pas la possibilité actuellement d'activer, de relancer un plan national de mobilité urbaine et de chercher des financements nécessaires en vue de coopérer, d'avoir une vision soutenue, partagée entre les différents ministères concernés dans ce domaine de déplacement épineux dans mon pays? Et y a-t-il pas la possibilité donc de le relancer en vue d'inciter, d'encourager les citoyens à emprunter une mobilité active, donc inciter les gens à emprunter les vélos et la marchabilité dans nos villes, et donc de planifier un schéma directeur de pistes cyclables dans nos villes. Voilà. Merci infiniment. C'est Hamadi, excellent, je vous remercie. C'est l'occasion de vous remercier pour tous les efforts que vous déployez dans la ville de Kérouan. Je connais le travail de terrain que vous faites avec toutes les équipes, donc bravo et merci pour votre engagement. Andy, c'est Ahmed et puis c'est Rafiq. Donc Ahmed, notre jeune, oui, notre beau gosse. C'est Ahmed, oui, avec la chéchia, c'est encore mieux. C'était pas préparé. Thank you all for your insightful interventions, and we have a very actually interesting topic. Since we've been talking about adaptation, especially the innovation in adaptation financing, I wanted like and expected as well to hear you all or some of you talking about like AI. And we're like in the age of AI right now, in the era of AI. And I wanted to ask you, probably my question goes to Mrs. Jessica, who highlighted and pointed like the experience and what's happening in terms of innovation in the water sector. But I want to link it to adaptation financing. I wanted to ask you, how could AI or blockchain technologies revolutionize the transparency and the tracking of the adaptation financing, as well how it could contribute even to the adaptation finance? Because we're seeing now in the, let's say, the carbon market, we're seeing that we have even cryptocurrency that are contributing into the climate market, and as well we're going to have probably soon some currencies that are going to contribute into the financing of the adaptation. So this is my question to you. Thank you. Thank you so much, Ahmed. Especially today is the Digitalization Day, and more than 1,000 stakeholders have engaged themselves to provide a new way of making this digitalization
working for climate change. So this is a really timely question. Thank you, Ahmed, for that. C'est Rafiq, donc ça nous fait toujours plaisir de vous avoir, Merci et de vous écouter. Un petit complément de ce qu'elle a dit, parce que j'étais le point focal de la première phase d'adaptation. Et il y a quelque chose qui a été très bien fait, et c'est deux choses. C'est les 300 heures de cours pour les écoles d'ingénieurs d'agriculture, de génie rural, pour tout ce qui est climate. C'est très important. Ça, c'est le deuxième, c'est le portail qu'on a réalisé avec l'INM. Et ce portail-là, il est très, it's very useful for experts, for students, for all. My question to, it's not question or observation about adaptation. Carol, you were saying that it's very hard to provide finance for adaptation actions. It's the reality. It's the reality. Now, 3.0, we need to enhance. How to enhance this amount for adaptation? And our NDC now revised, we can find 10% of this kind of finance, you know, especially with my colleague from NDC partnership. Thank you. Thank you very much, Sirafiq. We have just 5 minutes and we are running out of time. So very quick and rapid. Who wants to? 5 minutes. Yeah. Go ahead, I can start and I'll go quick. I'll answer in English for the questions in English. In terms of just transition, I totally agree with you. And what I want to mention is actually the JETP that we have been doing. Even though it's on energy transition, AFD is part of the 4 JETPs, South Africa, Senegal, Indonesia, and Vietnam. And I want to mention something that we have done in South Africa just recently, which is looking at the just part. Not looking only at the energy transition part. And what does that mean practically is we are looking at the employment sector because the coal workers need to find other opportunities, at the municipalities that have been affected by the transition. And to take a step back, it goes from a planning and support and studies that we have funded as the first step of the JETP in South Africa, looking at the macroeconomic consequences and the fiscal consequences of the just transition. So that's something. Everything is in the planning, and also to be sure that it's cross-cutting. All the ministries are involved in the commitment of the countries to transition, and that's where the country platforms that have been discussed today or during this COP, when they are country-driven and there is a full ownership of the government, I think it helps a lot. Juste une phrase sur l'intelligence artificielle. Même si la question n'était pas pour moi, et sur les blockchains, je voulais juste, en termes de transparence, quand on parle de aid efficiency, d'efficacité de l'aide au développement, j'avais participé à un projet pilote en Irak, puisque je couvrais aussi l'Irak quand j'étais en Jordanie, et en fait, ça aide aussi à rassurer les bailleurs et également les contributeurs, même privés, sur l'utilisation des fonds, et aussi en transparence pour les citoyens. Puisque c'est blockchain, donc il y a des opportunités. Et sur l'intelligence artificielle, là, on a un exemple sur l'efficacité énergétique qui nous permet d'aller encore plus loin que les études du consultant qui doit faire maison par maison. Donc il y a un potentiel. Je pense qu'on l'utilise pas encore beaucoup, mais j'espère que ce sera le cas dans le futur. Déjà. Et après, je cède la parole à Monsieur le Ministre pour clore cet excellent panel. Go ahead. Okay, so I'm going to be very brief. Just transition, make sure that all investments carry out environmental and social
assessment and put the appropriate safeguards in. Community consultations have to be central to all investments and not just lip service. Issue of conditional, unconditional. I disagree, because putting a country on a just transition pathway will generate jobs and growth. It is an economic opportunity. So I don't agree that mitigation should be entirely conditional. I think that countries, let's just say that there are economic opportunities, and it is in the interest of the country to pursue that path. I don't think that adaptation should be purely unconditional because of the polluter pays principle. Polluter pays principle says that whoever pollutes needs to pay for the damages. So there needs to be a conditionality around finance for adaptation. So that needs to come from the international community. Thank you very much, Nicola. The last minute, otherwise they will cut. One last thing about loss and damage. One last thing about loss and damage. Loss and damage should be integrated into NDCs as the opposite of adaptation. If you don't adapt, you'll get your loss and damage. And that does need to be paid for internationally. Thank you so much. Monsieur le ministre, pour clore cet excellent panel, et donc merci beaucoup pour votre patience, pour votre réactivité. Je sais que vous avez beaucoup de questions et de choses. Monsieur le ministre. Merci. Bon, peut-être ce n'est pas une clôture, mais je vais répondre à une question concernant les fameuses bicyclettes et mobylettes. Moi, je proviens d'une ville qui est la deuxième ville mondiale des bicyclettes et des mobylettes. Et là, l'une des recommandations de la loi de finances 2025, qui est en cours de discussion au niveau de la Chambre des députés, c'est qu'on va réduire les taxes sur les voitures électriques et pratiquement sur les mobylettes et les SAP, et surtout de les descendre de 19 à 7%. Et ça, c'est la bonne nouvelle qu'on va donner. Et merci beaucoup pour votre présence. Merci beaucoup. Donc, je vous demande d'applaudir encore les panélistes. Je vous demande d'applaudir les panélistes encore une fois. Et je profite en votre nom pour quand même leur offrir un cadeau de la part de la Tunisie. Donc, vous restez là. Vous avez et la photo de groupe. Restez. Merci. Au départ, j'ai besoin de...